Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe dans lequel on va évoquer le bien-être animal. C'est devenu récemment une priorité pour l'Union européenne, même si l'on découvre encore de temps en temps un scandale dans un abattoir ou dans une exploitation. Il y a également la délicate question de l'abattage rituel. On en parle avec Paul Tielemans, porte-parole des abattoirs d'Anderlecht, et Tilly Metz, députée européenne luxembourgeoise. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et tout d'abord, je vous présente Paul Tielemans. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole des abattoirs d'Anderlecht. Alors, des abattoirs en pleine ville à Bruxelles, c'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a plus d'abattoirs à Paris, par exemple, depuis plus de 50 ans. Oui, tout à fait. Nous sommes ancrés dans le quartier de Kuregem depuis 1890, donc ça fait 130 ans que nous existons. L'abattoir d'Anderlecht est probablement un des plus anciens et des plus connus. Entre-temps, je vais quand même aussi préciser que nous ne sommes pas un abattoir de grande échelle. Par exemple, pour les bovins, on n'abatte que 33% de tous les abattages belges. Donc on n'est pas vraiment à l'échelle industrielle. Et alors, est-ce que ce n'est pas difficile d'être porte-parole d'un abattoir? Est-ce que ce n'est pas un métier compliqué? Parce qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs scandales qui ont éclaboussé des abattoirs en Europe, y compris en Flandre et en Wallonie. Anderlecht a quelque peu échappé au scandale. Oui, et c'est clair que parfois on a honte quand on voit certaines situations qu'on trouve aussi décevantes. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est même bien qu'il y a des associations qui défendent les droits des animaux. Bien que j'ai aussi un peu le sentiment que ces derniers temps, qu'on évolue aussi vers une société où il n'y a plus le respect entre les gens et leurs convictions. Il y a un mouvement anti-viande. Il y a un mouvement anti-viande que je ne trouve pas agréable et je sollicite vraiment ici que tout le monde se met une fois devant le miroir et commence à parler autrement et respecter le choix aussi de chacun. Je crois que c'est un grand pas en avant si on peut déjà atteindre ça dans un premier temps. Le secteur de la viande est aussi un secteur difficile qui n'est pas vraiment bien réuni en soi. Je pense qu'il y a beaucoup d'individualisme parmi les exploitants. N'oubliez pas que vous avez des gros abattoirs là-dedans qui sont vraiment à l'échelle internationale, qui font beaucoup de l'exportation. Tandis que l'abattoir d'Anderlecht, c'est vraiment un petit abattoir qui s'inscrit dans le circuit court, la consommation locale, l'élevage même en propre gestion par certains grossistes de viande qui sont installés chez nous avec un atelier de découpe. Alors, vous êtes quand même dans le viseur des associations de défense des animaux parce que vous pratiquez l'abattage rituel sans étourdissement des animaux pour vous conformer aux règles, aux normes de la viande halal ou cachère. Et c'est ce qui fait vivre en fait votre abattoir. Oui. C'est évidemment quelque chose qui a évolué aussi avec le temps. Quand je me souviens, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, on avait beaucoup plus de grossistes en viande qui faisaient abattre des animaux chez nous sans la pratique de l'abattage rituel. Malheureusement, je pense que c'est un peu aussi l'évolution des supermarchés qui ont quand même pris une grande partie du marché de la viande et de la boucherie, que nous voyons diminuer ce genre de clients. Et forcément, à Bruxelles, il n'y a presque pas de boucheries qui ont disparu. En Flandre, en Wallonie, il y a nettement moins de boucheries. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y a beaucoup de boucheries halal qui se sont quand même manifestées dans les rues de Bruxelles. Mais alors, Bernard Clairfailly, le ministre bruxellois du bien-être animal, veut interdire l'abattage rituel, comme c'est le cas d'ailleurs déjà en Wallonie et en Flandre. Ce serait une catastrophe pour vous? Oui. D'abord, je veux préciser qu'on ne peut pas comparer la situation de notre abattoir pour une consommation locale, où il y a une forte demande, tandis qu'en Flandre, en Wallonie,
c'est un autre type de bétail parfois qui est abattu, ou ce sont des abattoirs gérés par des supermarchés et qui ne sont pas intéressés par cette filière halal ni cachère. Et donc, ça fait déjà une importante différence que pour la politique, dans ces deux régions, c'est peut-être plus facile d'accepter, d'appliquer d'autres techniques. Mais chez vous, plus de 60% des animaux sont abattus selon un abattage rituel. Hein. Exactement. Et nous sommes donc actuellement fortement dépendants de cette clientèle-là. Si demain, à Bruxelles, on applique cette interdiction, nous sommes sûrs que tous nos clients, ils vont simplement organiser des transports vers la France, ou même peut-être vers la Pologne, où ils vont importer de la viande de l'Angleterre, qui n'est même plus membre de l'Union européenne. Donc, on se pose d'abord la question, quel est l'intérêt? On va créer des transports d'animaux vivants à longue distance. Est-ce qu'on ne parle pas de bien-être des animaux? Alors, quel est alors l'intérêt de faire ça justement d'abord en Belgique, sans avoir un règlement européen qui soit d'application? Mais est-ce que vous pensez au bien-être animal? Parce que quand on égorge un bovin, il souffre quand même. Alors, je pense que ça, c'est un deuxième problème, c'est que la problématique, pour beaucoup de gens, c'est inconnu. C'est une matière avec laquelle ils n'ont aucune connaissance. Quand on parle d'étourdissement, on pense peut-être qu'on crée une sorte d'anesthésie avec une musique de fond et que l'abattage normal, comme nous on le fait, hein, sans les rites religieux, c'est quand même aussi un abattage avec un pistolet et on se fait après la saignée. Donc, je trouve que la différence dans les techniques n'est pas aussi grande. Et ce que je n'aime pas dans le discours ici, c'est que j'entends dire certaines personnes qui défendent les droits des animaux qu'un abattage rituel, après la saignée, qu'un animal est encore en train 12 minutes de souffrir. On a des statistiques qui montrent qu'entre 30 secondes et 60 secondes, l'animal arrive à sa mort. Certains diront que c'est encore de trop. Alors, on va accueillir maintenant Tilly Metz. Elle est députée européenne et elle est luxembourgeoise. Tilly Metz, merci de nous rejoindre. Je vous présente, vous pouvez le saluer de loin, Paul Tielemans. Asseyez-vous. Vous avez présidé une commission spéciale ici au Parlement européen sur les conditions de transport des animaux. Est-ce que cette commission a constaté qu'effectivement, il y avait encore beaucoup de manquements et que le bien-être animal, eh bien, il y a des progrès à faire? Oui, justement, cette commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport, notre mission, c'était vraiment d'analyser à quel point ces manquements étaient systématiques et qui, en fait, était responsable de ces manquements. Quand je parle de manquements, on pourrait évidemment énoncer qu'il n'y a pas assez de contrôle, qu'il n'y a pas vraiment d'harmonisation, d'application des règles, mais surtout toute la souffrance animale. Donc, pas d'accès aux abreuvoirs, des abreuvoirs qui ne fonctionnent pas, des transports trop longs, des températures trop élevées ou trop basses où les animaux souffrent beaucoup. Mais alors aussi des animaux vulnérables, comme par exemple non sevrés, en état de gestation, en fin de carrière, comme on les appelle, donc qui ne produisent plus assez de lait ou d'œufs, qui sont transportés. Donc ces animaux, c'est particulièrement cruel de voir, parce que j'étais aussi beaucoup sur le terrain, leur souffrance ou ces transports. À la limite, je dirais, chaque minute, chaque heure de plus, c'est un moment de souffrance en plus. Et vous avez dit que vous avez constaté l'absurdité de notre chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi? L'absurdité de toute notre chaîne alimentaire, en fait, c'est qu'un animal soit né à un certain endroit, qu'il soit alors engraissé à un autre endroit, qu'il soit alors transporté pour être abattu à un autre endroit. À la limite, l'emballage se fait à un autre endroit encore. Donc ça, c'est déjà un élément d'absurdité, tous ces transports, à la limite, qui se font. Mais aussi le fait qu'en Europe, on a une surproduction de produits animaliers, qu'on importe des protéines du soja, par exemple, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. On a notre surproduction ici de produits animaliers et qu'on exporte de nouveau une grande partie quand même en dehors de l'Union européenne et une partie aussi vraiment des animaux vivants qu'on exporte en dehors de l'Union européenne. Et avec ces produits animaliers, en plus, on crée une dépendance et on casse les marchés à d'autres endroits. Donc c'est vraiment un système assez absurde. Et je dis toujours, le transport des animaux et tous les scandales y relatifs, à la limite, ce n'est qu'un symptôme, effectivement, de cette chaîne alimentaire qu'il faut questionner, qu'il faut remettre en question
pour aller plus vers un élevage plus petit, plus local, plus biologique, aussi de consommation de nouveau plus local, biologique, etc. Mais qu'est-ce que vous préconisez en fait, qu'on fasse plutôt de l'abattage localement et qu'on transporte de la viande plutôt que de transporter les animaux? Exactement. Nous, on plaide aussi, même si c'était indirectement lié maintenant à la problématique des transports d'animaux, évidemment, on plaide qu'il faut de nouveau plus d'abattoirs en Union européenne, de plus petites structures. On dit aussi que tout ce qui est l'abattage mobile, donc de repermettre cela aussi, il y a des problèmes, des règles hygiéniques effectivement à respecter, mais il faut de nouveau permettre cela. Maintenant, effectivement, on a de plus en plus d'abattoirs au sein de l'Union européenne qui disparaissent et de plus en plus de très grandes structures qui se font au point de vue de l'abattoir, ce qui engendre de nouveau que de plus en plus de transports doivent se faire. Paul Tillmans, ça ne vous concerne pas trop, hein, cette question des transports, parce que les animaux qui viennent chez vous, ils ne viennent pas de loin. Oui, je pense que pour le transport, je peux vraiment partager l'opinion de Mme Tilimetz. Je crois que c'est tout à fait raisonnable. Je suis persuadé que c'est le bon modèle pour l'avenir de ne pas faire trop de transport d'animaux vivants. Nous ne sommes effectivement pas trop concernés. Je ne pense pas qu'on a beaucoup d'apports d'animaux qui viennent de l'étranger, à quelques cas exceptionnels peut-être. Cependant, les petits abattoirs, oui, mais comment peuvent-ils survivre? D'abord, ils ne sont plus concurrentiels avec les grands abattoirs. Quand on voit qu'en Allemagne, qu'on paye des salaires de 6 € de l'heure, que le prix d'abattage à la tête d'animal est parfois la moitié de ce que nous, on demande, on ne peut pas survivre. On ne peut pas gagner la confiance et la confidence de nos clients pour les garder chez nous dans ce contexte. Deuxièmement, est-ce que la ville veut rester productive et créer de l'emploi? Parce qu'avec tout ce qu'on met en place dans notre quartier actuellement, je ne vois plus un climat favorable à l'investissement et à la conservation de l'activité d'abattage et toute la vie économique que ça amène avec lui. Je parle du logement qu'on développe autour. Qui veut habiter à côté d'un abattoir à ce jour? Le transport, on veut rendre les quartiers slow food ou good move, hein, mais si les camions ne peuvent plus arriver ou ne plus enlever les déchets et tous les produits dérivés qui sont aussi des matières de base pour d'autres activités commerciales, comment est-ce qu'on peut alors maintenir et garder la tête au-dessus de l'eau dans des conditions? Et alors, je ne parle pas non plus de toutes les règles de bien-être d'animal, contrôle. À un moment donné, tout le monde est étouffé par un travail administratif. Et ça va mettre fin à cet abattoir à petite échelle. Donc on fait ici plutôt un appel à l'Union européenne. Faites quelque chose pour éviter que tout ceci devienne en main que de quelques grands abattoirs, groupes industriels internationaux. Est-ce qu'il y a des bons abattoirs, Tilimetz? On a bien compris que vous préconisiez de consommer moins de viande. Il y a un mouvement anti-viande aujourd'hui pour différentes raisons, notamment pour des questions environnementales. Mais est-ce qu'il y a des bons abattoirs? Bon, maintenant, vous me demandez, en tant que moi, végétarienne, qui mange depuis longtemps... Je l'avais deviné. Mais de l'autre côté, je ne suis pas quelqu'un de radical dans ce sens-là, puisque je sais très bien, si les gens mangeraient déjà nettement moins de viande... Maintenant, du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a de bons abattoirs? C'est la question, est-ce qu'on peut tuer humainement des animaux? Pour moi, les abattoirs sont des lieux très tristes et très cruels où on prend la vie. Et voilà, mais je sais quand même qu'il y a des différences. Il faut déjà, je plaide évidemment en faveur d'abattoirs plus petits, plus locaux, où on respecte aussi bien au maximum, si on peut le dire, dans un abattoir, le bien-être animal, qui est pas la fréquence, doit être considéré que l'étourdissement se fasse de bonne façon, que les conditions générales soient le plus favorable possible, si on peut dire. Et ça a un lien aussi avec les conditions de travail dans ces abattoirs. Il faut aussi... l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut que les animaux soient traités de façon aussi respectueuse possible, il faut aussi donner des conditions de travail qui soient respectueuses pour les gens qui travaillent là, qui font un travail très, très dur. Et effectivement, pour moi,
il y a des fonds aussi au niveau européen. On pourrait maintenant parler de la politique agricole commune, mais aussi de certains fonds plus régionaux où on pourrait vraiment se mettre aussi plus comme priorité politique le bien-être animal et investir et soutenir des abattoirs de plus petite taille où les conditions sont en général moins ce rythme effréné ou beaucoup, parce que j'ai entendu monsieur qui parlait avant, l'abattage traditionnel, il ne faut pas s'imaginer que les animaux sont heureux, que ce n'est pas quelque chose de très dur aussi. Évidemment, pour moi, la grande question ou la condition quand même, l'étourdissement, mais il faut encore qu'il soit bien fait. Oui. Mais il faut préciser que l'Union européenne oblige effectivement l'étourdissement, sauf pour raisons religieuses. Ça, pour vous, c'est une aberration, c'est quelque chose qu'il faudrait combattre au niveau européen, parce que c'est ce que disait Paul Tillmans. Le problème, c'est que si on interdit l'abattage rituel à Bruxelles, par exemple, on va acheter de la viande abattue selon ce rite dans un autre pays européen. Pour moi, une telle mesure, effectivement, moi, je défends évidemment que l'abattage devrait se faire toujours avec un étourdissement, mais là, il y a toujours différents niveaux aussi. On parle beaucoup d'étourdissement réversible et on a déjà des pays musulmans maintenant qui acceptent cela, donc, comme la Jordanie ou en Indonésie. Et j'ai parlé aussi à l'ambassadeur de Tunisie il y a quelques mois. Il me dit si, il y a moyen d'étourdir d'une certaine façon les animaux et que ce soit quand même vraiment considéré comme halal et kasher. Donc, si on prend de telles mesures, il faut faire en parallèle toutes des campagnes de sensibilisation avec les populations musulmanes, leur expliquer. Et aussi, bon, moi je voudrais bien que des deux côtés, c'est pas pour donner la culpabilité aux uns, en général, analyser davantage comment se fait l'abattage, aussi le traditionnel qui n'est pas à idéaliser non plus, où il y a aussi des efforts à faire. Mais si on prend de telles mesures, il faut prendre en parallèle d'autres mesures pour sensibiliser aux alternatives qui existent aussi pour les populations, les citoyens, citoyennes musulmanes ou juives, qui a des alternatives qui respectent davantage le bien-être animal. Je suis content d'entendre qu'effectivement, il faut d'abord créer la place pour faire un dialogue qu'il n'y ait pas, à mon avis, avec les communautés concernées pour le moment, qu'il faut investir dans la sensibilisation avant d'appliquer des interdictions, parce qu'eux ne vont pas résoudre la problématique. Et donc, je suis très content d'apprendre qu'effectivement, les autorités, que ce soit au niveau de l'échelle européenne ou belge, sont conscients qu'il faut aller sur le terrain et faire un travail qui va peut-être nous permettre de parcourir une période jusqu'en 2028, où le permis d'environnement de notre société sera expiré et où on voudrait, en fonction de la reconversion du site des abattoirs, démolir l'abattoir et les ateliers découpe, et voir est-ce qu'il y a encore à ce moment-là un avenir pour en faire un nouveau, plus petite échelle, plus compact, plus durable, plus énergétique, etc., etc. Peut-être même didactique aussi, pour une fois montrer aussi aux enfants d'où provient le steak, d'où provient l'hamburger. Je suis entièrement d'accord. Entre-temps, je veux quand même aussi dire, je sens quand même que comme consommateur de viande, et je peux aussi parfaitement vivre quelques jours sans ma viande, ça absolument, je trouve que c'est une bonne méthode de vivre pour l'avenir, mais je sens quand même qu'on est stigmatisé, qu'on est agressé. Je n'ai pas vu des actions du secteur de la viande pour aller empêcher l'accès à un restaurant végétarien. Cependant, nous, on reçoit 40 manifestants qui s'attachent avec des chaînes à nos installations et qui nous empêchent de travailler. Et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. N'oubliez pas que tous les animaux domestiques, tous les chats et chiens, parce que je vois évidemment le profil sur Facebook des gens qui nous envoient des menaces et des insultes, ils sont tous amateurs de chats et chiens, et moi aussi, j'adore ces animaux. Mais avec quoi est-ce qu'on les nourrit? C'est grâce au travail de l'abatteur en question. Et voilà, grâce à le travail de cet abatteur, il y a aussi de la nourriture pour tous ces animaux domestiques.
Ils ne vont pas manger le tofu ou le soya, malheureusement. Hein. Est-ce qu'il y a des chats et des chiens qui sont végétariens? Oui, puisque ça se vend dans certains magasins biologiques. On a de la nourriture végétarienne et je pense que c'est une histoire d'habitude, comme chez les êtres humains aussi. Moi, je ne peux plus m'imaginer manger de la viande maintenant. Mais pour revenir à ce qui a été dit, maintenant, la colère et le mouvement anti-viande, moi, je dois dire, honnêtement, je comprends la colère des gens parce que j'ai l'impression, et moi-même d'ailleurs aussi, qu'on a été leurrés, qu'on a été dupés par la publicité, par l'éducation même. Hein, dans les petits livres d'école, on décrit des animaux qui sont heureux d'être tués, et on nous donne, et même sur les camions, partout, on voit des animaux heureux d'être abattus, et que là, surtout derrière l'élevage intensif, il y a beaucoup de cruauté et beaucoup de non-respect de bien-être animal. Donc la colère, quelque part, ça s'exprime quand on découvre, mais on m'a menti, on m'a raconté des histoires. Et donc la colère est compréhensible, mais de l'autre côté, je suis d'accord que ce n'est pas la solution d'avoir des actes où on agresse les autres, où on insulte les autres. Moi, je suis vraiment partisane, comme je l'ai dit tantôt, que ça doit se faire avec les différents interlocuteurs, qu'on doit se mettre autour de la table, comment faire et être cohérent que moins manger de la viande, c'est bien pour la santé humaine, c'est bien pour l'environnement et évidemment, c'est bien aussi pour les animaux aussi. Donc, ce serait une situation win-win-win si déjà on serait cohérent et honnête, au moins à faire des campagnes pour manger moins de produits animaliers qui ne sont pas bons pour la santé à tel point comme on les mange maintenant. Alors, Tilly Metz, en dessous de cette cloche, quelle horreur! De la viande achetée en grande surface. Il y a notamment quelques côtes d'agneau. Oui. Comment le consommateur peut-il savoir que cet agneau n'a pas été l'objet de maltraitance, soit dans un abattoir, soit dans une exploitation? Est-ce qu'il faudrait un étiquetage spécial, une espèce de label en quelque sorte? Est-ce que vous militez pour ça? Oui, tout à fait, mais il faut faire attention. Maintenant, on parle beaucoup, notamment en Allemagne, on a parlé d'un label de bien-être animal. Moi, je préférais nettement qu'on parle d'un label qui réfère aux méthodes de production, comme par exemple avec les œufs, où je pense que pour beaucoup de gens, c'est très clair maintenant ce que signifie le 0, le 1. Donc vraiment que les gens puissent être informés comment ces animaux ont été tenus et aussi, pourquoi pas, abattus aussi, que ce soit clair là-dessus, mais pas du animal welfare washing. Hein. On parle beaucoup de greenwashing, mais ne faisons pas maintenant la même chose au niveau de animal welfare. Quand on met un animal welfare label, donc un label de bien-être animal, que ça signifie que le cochon a eu 3 cm de plus pour se tourner dans sa cage. Oui, là, je suis sceptique, donc il faut faire attention à ces labels. Paul Tillmans, est-ce que vous promettez de manger une double portion de légumes ce soir? Oh, avec plaisir, vous savez. Je suis d'ailleurs fier aussi de la qualité et aussi de la viande qu'on produit en Belgique. Et je trouve ça aussi important à souligner. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de manger un steak qui est 1 euro par le kilo moins cher parce qu'il vient de Pologne et qu'il est abattu dans un abattoir industriel. Donc, je ne joue pas. Mais il faut aussi être réaliste. Et le marché de l'abattoir, qui est un marché public le week-end, est quand même aussi un marché très populaire où, je dirais, 95% des familles bruxelloises doivent survivre avec un petit salaire. Quand je vois les prix des produits bio, malheureusement, on ne s'adresse pas à ces 95% des familles bruxelloises. Et donc, il faut aussi que la politique tienne compte de la situation réelle que pour beaucoup de gens, c'est important d'avoir la possibilité quand même de venir acheter aux abattoirs d'Anderlecht la viande à un prix raisonnable. Le bio, c'est pas pour tout le monde, Tilly Metz. Mais moi, j'aurais envie de dire, avec la politique agricole commune que nous, les Verts, on n'a pas soutenue, on a raté une chance énorme pour faire vraiment un changement de paradigme. C'est quand même absurde et scandaleux que ce soit l'élevage intensif qui continue à être subsidié au lieu qu'on soutienne de façon cohérente un élevage plus respectueux du bien-être animal. On a dit que la nouvelle politique agricole commune
allait être plus verte. Ce n'est pas tout à fait le cas selon vous. Non, c'est que des changements cosmétiques et à la limite, en donnant plus de pouvoir ou de possibilités de faire un menu à la carte aux États membres, il y a même un risque qu'on soit des étapes en arrière. Hein. Et petite précision, vous faites des champignons dans votre abattoir? Exactement, l'abattoir d'Anderlecht, entre-temps, est devenu beaucoup plus qu'un abattoir parce que c'est un site, c'est un quartier même. Et nous avons beaucoup de nos ateliers de découpe qui sont entre-temps même exploités par des sociétés start-up, entre autres véganes. Une société qui fait du miso, fermentation de soya. On a une grande champignonnière aussi sur le site. Voilà la transition qu'il faut faire. Mais c'est intéressant. Vous ne pourriez pas remplacer la viande par tous ces produits-là. Moi, je serais déjà très content si les gens consomment de façon plus consciente et moins de produits animaliers. Mais voilà, step by step. Tilly Metz, Paul Tillmans, merci de vous être arrêtés à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen qui a réalisé cette émission. Et allez, où je devrais dire olé, un petit clin d'œil à Fernando Carbajo qui a dirigé ce service audiovisuel durant des années au Parlement européen et qui s'en va vers d'autres cieux européens, mais plus ensoleillés et ibériques. À très bientôt pour un nouveau numéro de Station Europe.